Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. L'une des figures historiques présumées de l'ETA, faisant partie du commando qui avait volé en milieu de semaine 1,5 tonne d'explosifs, cet homme recherché depuis plusieurs années est interrogé à Paris par la cellule antiterroriste. Après les violents affrontements à la frontière entre la Macédoine et le Kosovo, Hubert Védrine sur place à Skopje aujourd'hui. Le ministre des Affaires étrangères évoque des incidents ponctuels, mais néanmoins considère que toutes les mesures de sécurité doivent être prises. La course de l'extrême, le mariage entre ski et alpinisme pour les passionnés de la Pierramenta. 300 participants pendant 4 jours en Savoie pour cette 16e édition. Et puis les collections de prêt-à-porter féminin avec aujourd'hui sur le podium les nouvelles créations Cacharel. Cette année marque le grand retour de cette maison après 20 ans d'absence. Celui qui apparaît être l'un des membres historiques de l'ETA, recherché depuis plusieurs années et suspecté d'attentats meurtriers, est actuellement entendu par la Division nationale antiterroriste à Paris. Cet homme de 42 ans a été, je vous le rappelle, arrêté très vite après le vol de plus d'1,5 tonne d'explosifs près de Grenoble le mercredi dernier, alors qu'au poste frontière, un dispositif de quadrillage a été mis en place pour tenter de récupérer précisément ces explosifs. Stéphane Bretner, David Bazier, Didier Guyot. Police aux frontières, CRS, gendarmes. Dispositif maximum des deux côtés de la frontière franco-espagnole. Objectif, retrouver les 1600 kilos de dynamite volés mercredi soir à Veurey. Des explosifs pour l'instant introuvables, mais les enquêteurs ont 7 hommes sous la main. En garde à vue depuis jeudi, Gregorio Vicario Setien est membre du commando de l'ETA. Ce basque de 42 ans est un dur de la branche militaire. Il aurait participé à une dizaine d'attentats mortels au Pays Basque. C'est lui qui s'est présenté mercredi soir au domicile du gérant de la société Titanite. Déguisé en cycliste, visage découvert, Gregorio Setien prétexte une crevaison. 6 hommes cagoulés et armés entrent dans la maison, prennent la famille en otage et demandent au gérant de les suivre. Le chef de bande m'a pris à part en me disant « on est là pour les explosifs, ta famille est réunie en bas sous surveillance avec les armes. Tu fais tout ce qu'on te dit sans anicroche et il ne leur arrivera rien. » Ils se dirigent alors vers cette grotte où sont cachés les 1600 kilos de dynamite et 20 000 détonateurs. Puis le commando vole un camion pour s'enfuir, une action préparée jusque dans ses moindres détails. Ils étaient très bien renseignés parce que habituellement pour faire mes livraisons, j'ai sur le parking derrière 3 camions. Il s'avère que mercredi, dans la journée, il y a un camion qui a eu un problème, j'étais obligé de le mettre au garage. Quand on est sorti pour voir les camions, ils m'ont dit « où est le 3e camion ?» Les otages seront relâchés sains et saufs vers minuit. Pour les enquêteurs, le commando aurait bénéficié du soutien de sympathisants français de l'ETA. Un homme a d'ailleurs été arrêté et transféré hier à Paris. Et depuis cet après-midi, Gregorio Setien est lui aussi dans les locaux de l'antiterrorisme. C'est pour l'instant le seul membre du commando arrêté. Ce soir, ses 7 autres complices courent toujours. Et parallèlement à cette affaire, 2 nouvelles interpellations de membres présumés de l'ETA. Les 2 hommes ont été arrêtés dans les Landes. Ils étaient armés, ils sont actuellement placés en garde à vue. Aux États-Unis, un adolescent de 14 ans a été condamné à la réclusion à perpétuité pour avoir tué une fillette en imitant les catcheurs qu'il voyait à la télévision. Le jeune garçon avait 12 ans au moment des faits et selon la loi de l'État de Floride, il ne pourra bénéficier d'aucune libération anticipée. Marc Maisonneuve. Il a 14 ans et il pleure seul sur le banc des accusés. C'est un enfant et pourtant il a été jugé comme un adulte responsable de ses actes. Son crime, il a battu à mort une petite fille de 6 ans avec une violence incroyable. Pour les experts médicaux, les blessures étaient les mêmes que celles provoquées par une chute d'un immeuble de 3 étages. Le juge a confirmé le verdict d'un jury populaire et condamné cet enfant à perpétuité sans possibilité de remise de peine. Je ne peux pas être plus direct. Les preuves de la culpabilité sont accablantes. Le verdict du jury est donc confirmé. Jugé comme un adulte, Lionel Ted va devoir passer sa vie dans une prison d'adultes. Là où personne ne pourra garantir sa sécurité, a dit son avocat. Un avocat qui n'aura guère été entendu par le juge quand il a insisté sur le fait que Lionel Ted est mineur et simple d'esprit. Désormais, le seul à pouvoir changer le sort de Lionel Ted, c'est Jeb Bush, le gouverneur de Floride, le frère du président,
qui n'est pas connu pour sa mansuétude à l'égard des prisonniers américains. C'est donc demain que se déroulera, vous le savez, le premier tour des élections municipales. Au total, 36 000 communes vont élire en France leur conseil municipal. Les électeurs exprimeront leur choix au suffrage universel direct. Mode d'emploi de ce scrutin à 2 tours, Alix Bouillaguet. Ce geste, vous serez 40 millions à pouvoir le faire demain dans 36 780 communes. Objectif, élire au suffrage universel direct quelques 500 000 conseillers municipaux, à eux ensuite de choisir les maires. 3 innovations marquent ce scrutin. Pour la première fois, des étrangers des pays de l'Union européenne peuvent voter. Ils sont même éligibles, sauf au poste de maire ou d'adjoint. L'heure est également à la parité. Au lendemain du second tour, des milliers de femmes devraient faire leur entrée dans les conseils municipaux. Enfin, dernière mesure, la loi sur le non-cumul des mandats entre en application. Mais attention, une élection peut en cacher une autre. Dimanche, certains d'entre vous devront également choisir les 2021 conseillers généraux. Un canton sur 2 est concerné, soit 4051. Là aussi, quelques nouveautés. Il est désormais possible d'être élu à 18 ans contre 21 auparavant. De plus, les candidats ne peuvent plus se présenter que dans un seul canton. Quel que soit le scrutin, il se déroulera dans les bureaux de vote installés dans les mairies et les écoles. Vous aurez toute la journée pour vous y rendre, dès 8 h jusqu'à 18, 19 voire 20 h selon l'importance de la commune. Dès 19 h sur France 2, premières estimations, 19 h 55, la grande soirée électorale au programme. Résultats, réactions et duplex depuis une quarantaine de villes. En France, toujours aucun cas avéré de fièvre afteuse, mais les spécialistes réaffirment que ce serait bien un miracle que le pays soit épargné. Parmi l'éventail de mesures de prévention, un large périmètre de sécurité a été mis en place en Loire-Atlantique, où quelques 200 moutons suspectés d'avoir été en contact avec le virus ont été abattus il y a quelques jours. Et c'est tout le trafic d'une partie de la route Nantes-Laval qui en est affecté. Agnès Monteux. De la soude caustique, de l'eau et de la paille. Chaque jour, autour de la commune d'Issé, près de Nantes, on renouvelle les 20 rotoluves sous la surveillance pour chaque point de désinfection de 2 gendarmes. Dans cette zone, 220 moutons ont été abattus. L'un d'entre eux avait été en contact avec le virus de la fièvre afteuse. Un périmètre de sécurité de 10 km vient d'être mis en place. À l'intérieur, certaines routes sont fermées et seul le trafic local reste autorisé. Autre mesure, les animaux des 200 exploitations sont suivis. À l'intérieur de ce périmètre de protection, l'ensemble des exploitations vont recevoir la visite d'un vétérinaire sanitaire qui va examiner les animaux. Sur la France, la circulation est partiellement coupée sur une dizaine de routes départementales ou nationales. 7 départements sont concernés. Aucun cas de fièvre afteuse n'a été décelé, mais plus de 15 000 bêtes doivent encore être abattues. Dans le sud du Cher, par exemple, 2000 moutons ont été brûlés. En Grande-Bretagne, le nombre de contaminations semble diminuer. 8 nouveaux cas ont été signalés hier, contre 20 rien que pour la journée de vendredi. Les mesures sanitaires restent drastiques. Même la reine-mère se plie à ses règles d'hygiène. Autre conséquence de ces mesures de précaution extrêmes pour éviter toute épidémie de fièvre afteuse, en France, les entreprises de transport souffrent en premier lieu des restrictions de circulation imposées par les autorités. Déjà, les premiers effets se font sentir, en particulier pour les petites entreprises. Christophe Nédart. Son camion est vide, désespérément vide. Depuis mercredi, les 2 bétaillères de Dominique Duez sont immobilisées. En France, comme ailleurs en Europe, le transport d'animaux a été restreint. Résultat, Dominique a dû mettre son unique employé en chômage technique. Un nouveau coup dur pour cet entrepreneur déjà touché par la crise de la vache folle. Cette fièvre afteuse nous bloque carrément et là on est au bout du rouleau et je ne sais pas si on va en sortir. Je ne vois pas la bonne issue. Dominique se laisse 15 jours. Si d'ici là, la situation ne se débloque pas, son entreprise risque fort de mettre la clé sous la porte. Alain Hérault aussi a été touché de plein fouet par cette crise. Sur les 19 bétaillères qu'il possède près de Niort, seules quelques-unes fonctionnent, car les mesures sanitaires sont draconiennes. En quelques jours, Alain Hérault a perdu beaucoup d'argent. Les pertes pour la semaine passée, ça monte entre 50 et 100 000 francs. Et pour les semaines à venir, probablement 150 000 francs par semaine.
Ces mesures restrictives seront appliquées pendant 15 jours dans l'Union européenne. De quoi inquiéter bien sûr les syndicats de transporteurs routiers, des syndicats qui demandent aujourd'hui des compensations financières au gouvernement. On n'écarte pas l'idée de demander effectivement à se tourner vers l'État pour que le transport routier soit également concerné par le plan d'urgence qui est aujourd'hui mis en œuvre en direction des éleveurs. Plus de 300 entreprises de transport d'animaux ont été durement affectées par cette crise. Les pertes de chiffre d'affaires varient de 40 à 70%. Autant dire que les syndicats attendent beaucoup de la réunion qui aura lieu lundi au ministère des Transports. Enfin, cette exploitante de la Vienne soupçonnée d'avoir importé illégalement des moutons de Grande-Bretagne vient d'être mise en examen. C'est donc ce que nous indique cette dépêche à l'instant. À Nancy, après ce nouvel accident du tram sur pneu, le deuxième en moins d'une semaine, la circulation a été interrompue jusqu'à nouvel ordre. On attend les résultats d'une expertise dont a été chargée une commission technique. Un nouvel incident s'est en effet produit ce matin. Moins d'une heure après sa remise en circulation, le tramway sur pneu a percuté un poteau électrique, même accident, au même endroit que mardi dernier. Toutes les rames sont retournées au dépôt. Quant à la communauté urbaine de Nancy, elle porte plainte et évoque d'éventuelles malveillances qui pourraient être à l'origine de ces incidents. Dans l'affaire Elf, le vrai lever de rideau judiciaire se fera lundi prochain avec la comparution d'Alfred Sirvin devant le tribunal correctionnel de Paris. L'ex numéro 2 d'Elf se retrouvera aux côtés de Roland Dumas et de son ancienne compagne, Christine de Viejoncourt. On attend beaucoup de ces audiences, ce qui pourrait contraindre Alfred Sirvin à enfin s'expliquer. Des journalistes du monde entier devraient être présents dès le premier jour. Alfred Sirvin a lui-même expliqué que sa fuite avait été protégée et suggérée. Reste à savoir par qui. Dominique Verdaillan. Suspendu aux lèvres d'Alfred Sirvin, prévenu, avocat, magistrat, tous auront lundi les yeux fixés sur ce micro. Depuis son arrestation le 2 février aux Philippines et après un mois de suspension d'un procès dont il fut d'abord le grand absent, Sirvin est désormais celui qui détient entre ses mains l'avenir du dossier Elf. Entendu le 1er février dernier par le juge Renaud Van Ruymbeck, il n'a fait qu'une courte déclaration. Il m'a été vivement conseillé de m'éloigner. En retour, il m'a été assuré que je pourrais séjourner à l'étranger sans risque particulier en dépit des mandats d'arrêt. Le message est codé, mais c'est sans doute un premier avertissement. Lundi à 13h30, 3 scénarios sont possibles. Soit Sirvin fait profil bas et endosse l'entière responsabilité du système parallèle monté chez Elf. Soit il règle ses comptes en mettant en cause ses coprévenus. Roland Dumas a-t-il fait embaucher sa maîtresse? Que savait Loïc Le Floch-Prigent, le numéro 1 d'Elf? Quel rôle a joué Christine de Viejoncourt, qui justifie d'avoir perçu plus de 64 millions de francs? S'il fait des révélations contraires, j'imagine que de la même manière, j'entendrai qu'elles soient vérifiées et qu'un complément d'information s'imposera. Troisième scénario, le grand déballage. On lui prête le pouvoir de faire sauter 20 fois la République. Des avocats souhaitent que Sirvin parle, sans retenue, sans modération, mais avec des preuves. La pire des choses, ce serait de mettre en cause et de jeter en pâture des hommes politiques sans apporter la preuve de leur éventuelle culpabilité. Donc ce que je souhaite, mais à la fois en qualité d'avocat et en qualité de citoyen, c'est que si des déclarations ont lieu à partir de lundi, elles puissent être prouvées, elles puissent être probantes. Des révélations, des rebondissements qui, procéduralement parlant, ne pourraient déboucher que sur un nouveau renvoi du procès en vue d'un supplément d'information. Lundi, tout le monde se saluera, conscient que cette fois-ci, tout peut arriver. Dans l'enquête sur le trafic d'armes vers l'Angola, une perquisition dans les locaux du ministère des Affaires étrangères a été effectuée hier durant toute la journée. Apparemment, les deux juges ont saisi des notes adressées à Hubert Védrine par l'avocat de Pierre Falcon. C'est du moins ce qu'indiquent nos confrères du Monde. Jacques Attali, mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux et trafic d'influence, serait soupçonné d'avoir mis en relation l'avocat de Pierre Falcon et Hubert Védrine afin de tenter de diminuer le contentieux fiscal de l'homme d'affaires. Dès hier soir, le Quai d'Orsay affirmait qu'Hubert Védrine n'était jamais intervenu de quelque manière que ce soit. Venons-en maintenant à ces communautés religieuses de l'Église catholique accusées de dérives sectaires. Plusieurs familles regroupées en associations ont décidé d'alerter les évêques sur certains abus de pouvoir et maltraitance. Hier, c'est le président de la conférence épiscopale, Monseigneur Billet, qui recevait ces familles. Leurs proches seraient aux mains d'une communauté créée en 82 par une Hongroise, Mère Myriam, installée à Mars dans la Loire. Laurence Decherf et Guillaume Fautra.
Une mise en scène de petites sœurs joyeuses en récréation, c'est la seule image des sœurs mariales d'Israël et de Saint-Jean que Mère Myriam ait consenti à nous laisser filmer. Mais interdiction de parler. Depuis qu'elles se sont installées il y a 10 ans dans le village de Mars, près de Roanne, elles ne dérangent pas, mais intriguent les habitants. On ne connaît pas leur nombre exact, on sait seulement qu'elles viennent de France, de Hongrie et de Slovaquie. En 1998, Julie est venue pour une retraite d'1 semaine. Il a fallu 9 mois à ses parents pour la récupérer. Quand nous sommes allés voir notre fille la première fois, nous n'avons pas pu la voir seule. Il y avait toutes les sœurs autour de nous. Et notre fille n'a absolument pas parlé, ce qui nous a beaucoup étonnés. La mère supérieure que nous avons rencontrée 6 mois après l'entrée de notre fille au couvent nous a déclaré que le monde était tellement mauvais que ces femmes devaient être coupées du monde, donc ne pas sortir du couvent. En 1988, Mère Myriam, ici sur ces images, entame une grève de la faim au pied de la basilique de Fourvière à Lyon. Elle se dit persécutée. Devant la plainte de plusieurs familles, le tribunal ecclésiastique a reconnu les pressions morales et la dépendance des sœurs à l'égard de Mère Myriam. Monseigneur de Courtrai, alors archevêque de Lyon, finit par céder et renouvelle à la communauté le statut d'association privée de fidèles. Le père Fulop, hongrois comme Mère Myriam, est en contact avec des familles de Hongrie à la recherche de leurs filles. Il s'interroge sur les méthodes de recrutement. Par la gentillesse, le charme et finalement c'est l'emboutement. Est-ce que vous comparez Myriam à un gourou? Est-ce que ça dit quelque chose? Tu dis pas loin. Pas loin. Alors on se met l'emprise quoi, sur les personnes. Sûrement. L'association de défense des familles et des individus multiplie les témoignages et continue d'interpeller l'Église sur cette communauté. On rentre dans une véritable dérive sectaire de l'Église catholique. C'est la raison pour laquelle nous disons à la hiérarchie catholique de prendre des décisions, de prendre ses responsabilités. L'archevêque de Lyon ne souhaite pas communiquer sur le sujet, mais il a rencontré plusieurs familles hier soir. Un rendez-vous qui donnera peut-être l'occasion à la hiérarchie catholique de bien marquer la distinction entre secte et religion. La qualité de l'eau du robinet en Bretagne, fortement critiquée par la Cour de justice européenne. Les taux en nitrate dépassent les normes admises. La France sur la sellette est condamnée pour avoir manqué à ses obligations. Olivier Sioux, Michel Hiver. Chez Le Talec, comme chez beaucoup de Bretons, l'eau du robinet c'est exclusivement pour la vaisselle et les usages domestiques. Pas question de la consommer et pas seulement à cause des nitrates. L'eau du robinet, on s'en sert que pour les tâches domestiques. Elle n'a pas toujours bon goût pour la boire. Souvent, elle est légèrement souillée. D'ailleurs, quand on prend les bains, on se rend compte au niveau de la baignoire. Il y a des dépôts qui restent. Donc, on préfère utiliser l'eau en bouteille. 2 bouteilles d'eau minérale par jour, 4 l'été pour toute la famille et un budget en conséquence. Les Bretons n'ont pas le choix pour cause de pollution par les nitrates d'origine essentiellement agricole. Ici, près de la moitié des sources est impropre à la consommation. Une situation qui dure depuis si longtemps que sur plainte de l'association Eau et Rivière, la justice européenne a fini par condamner la France pour son inertie. Ça ne nous plaît pas du tout de faire condamner notre propre pays, mais c'est une des méthodes d'efficacité pour obtenir des résultats, car cela fait des années et des années que l'eau en Bretagne est polluée et qu'on avance à tout petits pas, quelquefois même on recule, quelquefois on stagne. Alors il faut trouver des moyens, et c'en est un. Dans le collimateur de l'association, c'est préfet qui continue à autoriser des extensions de porcheries et les subventions qui favorisent le maïs, grand dévoreur de pesticides, au détriment des herbages moins gourmands. Et surprise, le ministère de l'Environnement n'est pas loin de penser la même chose. Depuis de nombreuses années, le ministère de l'Environnement se bat pour tenter de mettre en place des mesures nécessaires pour restaurer la qualité de l'eau en Bretagne et notamment lutter contre les pollutions agricoles. Cet arrêt montre que ce qui a été fait jusqu'à présent n'est malheureusement pas suffisant et qu'il va falloir encore renforcer toutes ces actions de maîtrise des pollutions. Mais pour cela, il faudra une nécessaire révolution des mentalités agricoles et il n'est pas sûr qu'une décision de justice européenne suffise à l'accomplir.
On ne le dira jamais assez, le passage à l'euro s'annonce difficile et notamment dans la distribution automatique. Imaginez qu'en quelques semaines, il faudra changer ou adapter près d'un demi-million de monnayeurs automatiques en France. Des tests grandeur nature pour les fabricants sont en cours à Pessac, en Gironde, sous haute sécurité. Claudine Gilbert et Rémi Poissonnier. Quartier de haute sécurité, c'est l'une des usines les plus secrètes de France. Dans ce bunker près de Bordeaux, on fabrique toutes les pièces en euros qui seront mises en circulation en France en janvier prochain. Seuls autorisés dans cette forteresse, les fabricants de monnayeurs automatiques. Ici, sous haute surveillance, ils viennent tester leurs machines avec de vraies pièces. Les visiteurs du centre de test sont des sociétés reconnues dans le domaine de la distribution automatique, qui notent donc toute sécurité, et ils s'engagent à conserver confidentiels tous les résultats des mesures qu'ils effectuent. Les pièces françaises, 2000. Un plateau, 5910. Hantise numéro 1, les faux monnayeurs. Par précaution maximale, aucun euro ne doit sortir d'ici. Seul contrôle infaillible, la pesée avant et après chaque emprunt au milligramme près. Vous vous sentez un peu surveillé? Pas du tout. On est juste entouré. Dans ces monnayeurs de péage d'autoroute, ce fabricant doit tester pas moins de 7000 pièces de monnaie en une journée. Là, je viens de tester les pièces 1 euro de Munich pour voir si mon monnayeur les acceptait correctement. Les distributeurs automatiques, eux aussi, devront s'adapter, tout comme les amateurs de café. L'expresso à 2,50 francs vaudra 40 centimes d'euros, soit une hausse de 5%. Pour rendre la monnaie, la machine arrondit les prix. En janvier 2002, cette partie qui actuellement accepte que des francs devra accepter des francs et des euros. Et les tubes rendeurs qui sont là devront rendre que des euros. Le changement de monnaie impose de lourds investissements aux propriétaires d'automates, jusqu'à 10% du chiffre d'affaires annuel, qu'ils paient par carte ou en pièces. En fin de compte, c'est le consommateur qui paiera l'addition. L'Europe centrale et en particulier la Hongrie, victime d'inondations sans précédent. 30 000 personnes évacuées et à pied d'œuvre, autant de secouristes dans ce pays fortement perturbé par ces crues désastreuses du jamais vu depuis plus d'un siècle. Marie-Pierre Farkas. Plus de 200 villages envahis par les eaux en Ukraine. C'est tout l'ouest du pays qui est en état d'alerte. La fonte précoce des neiges et les pluies continues de la semaine passée ont grossi le cours des fleuves, emporté les routes et tout ce qui se trouvait près des rives. Bilan provisoire, 7 morts et 13 000 sans-abri. Premier jour de ciel bleu de l'autre côté des Carpates, en Hongrie. Les villages sont déserts. 35 000 personnes ont été évacuées en 48 heures. La Tisa, deuxième rivière du pays, a dépassé son niveau record de 1888. Cette femme dit qu'elle ne veut pas partir, qu'elle n'a jamais rien vu de pire. Les experts en hydrologie sont d'accord. Pour les réfugiés qui ont tout perdu en quittant leur ferme, la Croix-Rouge organise la distribution de pain et de lait. Jour et nuit, l'armée, les volontaires construisent des digues de fortune sur des kilomètres de berges, une course contre les éléments qui, selon les prévisions météo, devrait se déchaîner de nouveau dès lundi. L'économie japonaise en pleine récession avec comme répercussion politique la démission annoncée du Premier ministre Yoshiro Mori qui vient de confirmer son intention de quitter ses fonctions. Un Premier ministre particulièrement impopulaire qui n'avait plus même l'appui de sa propre majorité. Climat de tension extrême ces derniers jours à la frontière de la Macédoine du Kosovo. De violents combats ont opposé hier des membres se réclamant de l'UÇK, l'armée de libération des Albanais, aux soldats macédoniens. Et c'est dans ce contexte que s'est déroulée aujourd'hui la visite d'Hubert Védrine, arrivé ce matin à Skopje. Le ministre français des Affaires étrangères espère ne voir dans ces incidents que des actes ponctuels et isolés, mais toutes les mesures de sécurité doivent être mises en place. Gérard Grisbeck. Ce sont les combattants de l'UÇK, les mêmes qui ont lutté pour libérer le Kosovo des troupes serbes. Ils opèrent maintenant au sud de la Serbie et au nord de la Macédoine. Leur but, constituer un ou plusieurs États albanais homogènes. L'UÇK est le produit de la répression et des mauvais traitements subis par les Albanais en Macédoine. En Macédoine, le tiers de la population est albanaise. Alors cette guérilla risque de déstabiliser tout le pays. L'UÇK était l'allié des Occidentaux pendant la guerre du Kosovo il y a 2 ans.
Maintenant, les choses ont changé. C'est pour cela que le ministre français des Affaires étrangères était ce matin à Skopje pour soutenir le gouvernement macédonien et condamner la guérilla albanaise. Nous ne voulons pas laisser quelques groupes qui emploient des moyens terroristes remettre en cause la stabilité de la région. Pendant ce temps, dans un petit village de la frontière, on enterrait un policier macédonien tué hier soir par la guérilla albanaise. Car depuis un mois, les combats prennent de plus en plus d'ampleur. En Israël, Ariel Sharon adressait hier un message à Yasser Arafat évoquant la nécessité de mettre un terme aux violences. Réponse aujourd'hui du président de l'autorité palestinienne qui affirme solennellement que la paix est le choix stratégique des Palestiniens. Yasser Arafat se dit prêt à reprendre immédiatement les pourparlers entamés, je cite, avec la précédente équipe, mais pas question de renoncer à un État indépendant ayant Jérusalem pour capitale. Pour l'instant, ces déclarations n'ont pas encore suscité du côté israélien de commentaires. Dans l'État hébreu, jusqu'à lundi se déroule la fête du Purim, le carnaval juif. Après les attentats palestiniens qui ont fait 12 morts en un mois, différentes municipalités ont préféré annuler leur défilé traditionnel. Mais à Netanya, dans cette ville où une bombe a explosé la semaine dernière, la fête de l'école s'est déroulée sous bonne garde. Jean-Marc Ilouz. Indien né en Israël ou cow-boy venu d'Éthiopie, on s'est bien amusé à l'occasion de Purim, le carnaval juif. Dans cette école de Netanya, la ville israélienne où un attentat à la bombe a tué 3 retraités la semaine dernière. Un carnaval sous bonne garde, on croisait ici de faux policiers, de faux gorilles, mais aussi des vrais. Sévérité exceptionnelle des contrôles, même les parents d'élèves étaient fouillés, la sécurité totale n'existe pas et cette année beaucoup d'Israéliens ont évité les lieux publics pendant les fêtes. On est un peu inquiet, c'est sûr, mais ça ne nous empêche pas de passer de bonnes fêtes. On continue à faire les fêtes comme d'habitude, ça ne change absolument pas notre tempérament, on n'a pas peur, c'est tout. Il n'est pas question de priver les enfants de fête, mais pas question non plus de se cacher le danger. La meilleure façon de nous venger des attaques palestiniennes, c'est pour nous à Purim d'être heureux. Dans chaque classe, explique la directrice, ces haut-parleurs permettent de déclencher l'alerte si nécessaire et les enfants sont préparés à suivre les consignes affichées. On prend les exercices de sécurité au sérieux parce que si on fait ça à la rigolade, on sait que ça peut avoir des conséquences tragiques. Mais même à l'âge où ils aiment se faire peur, les enfants ne sont pas épargnés dans les moments de frayeur collective comme après le dernier attentat. Pendant l'attentat, moi j'étais dans une classe avec des enfants de 12 ans qui ne pouvaient plus continuer à travailler. Et tout le monde voulait téléphoner aux parents, savoir où ils sont. On a arrêté d'étudier, d'enseigner. Il y a la psychologue de l'école qui est arrivée. En 1996, à Tel Aviv, un attentat avait fait 13 morts, dont 3 lycéennes le jour de Purim. Et même si avec l'échec de la paix et 5 mois de révolte palestinienne, la forteresse Israël est ébranlée, les enfants restent toujours les rois de la fête. Nouveau ballet dans l'espace avec l'arrimage réussi de la navette Discovery à la Station spatiale internationale. Il s'agit du 8e arrimage, une manœuvre extrêmement délicate qui s'était produite avec 1 heure de retard la nuit dernière. Puis la première relève de l'équipage de l'ISS avec échange de cosmonautes qui a été effectué. Poignée de main et congratulations. Prochaine mission dans quelques heures, la sortie dans l'espace pour brancher différents câbles. En France, ce défi de l'extrême, en Savoie pour la 16e édition de la Pierramenta. 300 participants, tous passionnés, multiplient les performances en haute montagne en couplant ski et alpinisme. Reportage en Savoie, Thierry Curtet, Frédéric Pasquette. 300 mètres de dénivelé dans ce couloir abrupt. Les meilleurs le graviront en moins de 15 minutes. La Pierramenta, la plus célèbre course de ski alpinisme, se court sur 4 jours. 2500 mètres à grimper à chaque étape. L'équivalent, disent les plus fervents, d'un marathon à chaque fois. Aucun temps mort, de 3 à 5 heures d'effort en continu. Ces athlètes poussent le plus loin possible leur idée de la montagne, loin des remontées mécaniques, plus proches de la nature. Une idée qui en fait ressemble à cette vallée des Alpes. Il y a 16 ans que la course est née de l'initiative de gens de la vallée. Et ils ont mis dans le coup les gens d'ici et tout le monde s'implique. S'implique à tel point que 200 bénévoles jalonnent la montagne pour assurer la sécurité.
Les compétiteurs, 300 sur la ligne de départ, s'inscrivent d'abord pour aller au bout d'eux-mêmes. La plupart ne rêvent que de finir la course. Aux premières heures du jour, ce matin, le temps avait changé. Mais on prend ici la montagne et sa météo comme elle est. Le samedi est un jour un peu spécial. 2000 à 3000 personnes chaussent les skis de randonnée pour aller là-haut assister à l'épreuve. Il faut avoir envie de le faire. Et puis, c'est un rituel annuel, je dirais. On se retrouve tous les ans ici. Donc... Un rituel, une alchimie. Il n'hésite pas à monter 25 kilos de bonnes bouteilles, de gruyère. Il est 8 heures. La fondue savoyarde en guise de petit déjeuner. Quelques touristes, mais pas grand monde. C'est surtout des mordus de la montagne qui montent ici. Et ça se monte pour trouver un peu entre vous? Exactement, ouais. Au passage au sommet, l'épreuve prend des allures de Tour de France, malgré une météo exécrable. Personne ne boude son plaisir. Tous les villages de la vallée se retrouvent dans la montagne. La Pierramenta est devenue beaucoup plus qu'une course d'altitude. Football avec la première surprise des huitièmes de finale de la Coupe de France. Reims, équipe nationale équivalent de la 3e division, a éliminé Bastia, un club de D1, 1-0. Le but a été marqué juste avant la mi-temps par David Ducourtiou. Le stade de Reims renoue avec la légende et se qualifie donc pour les quarts de finale de la Coupe de France. Théâtre avec les directeurs sur la scène du théâtre de poche, une pièce acide, décapante, qui raconte la vie de l'entreprise et ceux qui la dirigent. Beaucoup de distance et de drôlerie. Françoise Roy et Jean-François Chevet. Quelle responsabilité vous avez là, mon cher Bernard, je m'y perdrai, moi, dans vos coefficients. Enfin, tout ça est secondaire, j'espère que vous gardez du temps pour le reste. Est-ce que vous avez commencé à taper dans la balle, au moins? Ah non, monsieur le président, je n'ai pas une minute à moi. Non. Même le dimanche? Le contrat, monsieur le président. Puis la famille, Pommard ou Pomerol? Entre vin chic et vin populaire, avec un soupçon de sexe, un peu de culture, beaucoup d'arrivisme, voilà un bijou de comédie où l'on s'élimine entre Golden Boys pour arriver au pouvoir suprême. Pardon, je retourne 2 secondes dans mon bureau. Je crois que ma secrétaire a oublié son soutien-gorge dans ma corbeille à papier. Vous m'attendez au bureau? Dans une grande entreprise d'armement, un PDG cynique, une jeune cadre belle et dynamique, prête à tout, un jeune loup manipulateur, drapé dans des airs de chanoine, déploie des trésors de perversité pour flinguer les petits camarades gênants. Et alors, il m'a dit qu'elle avait un tailleur plus moulant que jamais, que c'était le moment d'en profiter, que d'ailleurs, si elle continuait à porter ce genre de fringues, il allait lui mordre le cul dans le couloir, comme ça, en direct. Enfin, vous voyez le niveau, quoi. Le fait de ne pas jouer, justement, des intentions qui pourraient être perverses ou méchantes, fait que la perversité et la méchanceté du personnage, peut-être, ressortent encore plus. L'auteur, et aussi comédien, réussit une première pièce cinglante qui se joue au cœur d'un monde en costume-cravate. Les gens viennent aux poches pour voir des créations. Bon, voilà, je crois que c'est la qualité du spectacle et nous tenons beaucoup compte de la critique, enfin qui, là en l'occurrence, est unanime en reconnaissant une pièce décapante. Plus de conscience, plus de morale. Peau de banane, fausses rumeurs et complots, le monde de l'entreprise est croqué avec humour et vitriol. Alors, qu'en pensez-vous? Le problème avec les Bourgognes, c'est qu'ils ont un goût de jus de fruits quand ils sont médiocres. Celui-là n'est pas médiocre, mais avec les asperges, j'aurais préféré du Bordeaux. Bien évidemment, toute ressemblance avec des personnages et situations existants ne serait pas fortuite. Il a raison, il a un goût de pisse, ce Pommard. Les collections de prêt-à-porter féminin depuis hier à Paris, capitale mondiale de la mode, avec le retour depuis quelques mois de Cacharel, après plus de 20 ans d'absence. Sur le podium aujourd'hui, Cacharel présentait ses nouvelles collections. Estelle Collin, Bernard Connor. La célèbre petite marque qui fit un malheur dans les années 70 est bel et bien en train de renaître de ses cendres. À la tête de la création, les Clément Ribeiro, un couple d'Anglais qui se sont investis pour redonner à la marque une image globale cohérente. Monsieur Bousquet voulait vraiment qu'on travaille sur tous les projets Cacharel, plutôt que nous utiliser comme des poupées pour l'image, pour la presse et tout ça. Il fallait certes un certain culot pour rajeunir l'un des plus grands mythes du prêt-à-porter français, mais aussi des moyens. Et quelques 20 millions de francs après, le lifting est réussi. Aujourd'hui, il y a ce luxe qui a pris une place fantastique, il y a la large distribution avec des marques qui ont fait un travail aussi
fantastique et ce prêt-à-porter des années 70 n'existe plus. Donc nous devons le recréer. C'est un produit jeune, créatif, accessible. Une vision qui s'oppose aux excès créatifs de certains créateurs qui rendent la mode certes spectaculaire, mais pas très pratique au quotidien. C'est facile à porter et c'est facile à acheter. Et je pense que c'est la raison principale du succès de notre première collection. Il faut dire que la marque représente un potentiel fantastique. Un potentiel qui, grâce au succès planétaire du parfum, fait un peu partie de notre histoire à tous. Tout le monde connaît aux États-Unis Cacharel. Ça a été un grand truc pour moi quand j'étais plus jeune et c'est ce qu'on aimait porter. Avec un chiffre d'affaires d'1,6 milliard, dont 60% à l'exportation, la marque qui fit du Liberty un tissu à la mode et du chemisier en crépon une star a réussi à nous faire tourner la tête. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle le principal titre. L'une des figures historiques présumées de l'ETA, faisant partie du commando qui avait volé en milieu de semaine 1,5 tonne d'explosifs, cet homme recherché depuis plusieurs années est interrogé à Paris par la cellule antiterroriste. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet. 20h55, une soirée très spéciale Serge Gainsbourg. France 2 lui consacre sa nuit. Demain à 7h, dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit le réalisateur Jean-Jacques Hano. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h demain. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.